cette question de la naissance qui est abordée dans les Yoga Sutras, sincèrement, le terme est flou pour moi, question de la naissance. Le terme n'est pas super précis dans ma compréhension du monde. Je crois entendre qu'il est question de ma place dans le monde. Je crois que sous cette question de la naissance, il y en a une qui est: suis-je à la bonne place? Il y a même: suis-je né au bon endroit? Et il y a là maintenant: suis-je à la bonne place ou est-ce que finalement je me perds? J'entends, tu vois, il n'y a rien de net dans ce terme. Il y a un questionnement, une question existentielle très large que je connais. Donc la question pour nous deux et les personnes qui nous écouteront peut-être, c'est regarder. C'est qu'est-ce qui se passe pour moi là? Qu'est-ce qui se passe pour chacun? Tout simplement. Parce que du coup, il y aurait une bonne place et une mauvaise place pour incarner cette question de naissance dont tu parles de... On dirait qu'il y a une question comme ça. Moi, je suis pas sûr du tout que ce soit une question tellement judicieuse, mais elle est importante. Hmm. Elle fait partie de nos questions existentielles fondamentales. On a besoin de se nourrir, on a besoin d'aimer et d'être aimé, on a besoin d'être à une place parmi les autres humains. Et en général, ces trois questions-là, elles se retrouvent, elles se nourrissent mutuellement. C'est ce que je comprends. Là, je suis pas en train de te réciter les Yoga Sutras. Je vois bien qu'il est question de ça et que c'est une question épineuse. Euh, à l'adolescence, je sais très bien. Alors, j'ai encore eu des discussions avec des adolescents, pas les miens. Mes enfants ont 27 et 26 ans. Mais, donc, on en parle moins qu'avant. Mais là, avec des amis, on a eu la question des adolescents, en train de passer le bac ou l'ayant passé il y a pas longtemps, mais qu'est-ce que je vais faire? Et où est-ce que ça va, et où est-ce que je vais me retrouver, quoi? Donc voilà, pour moi, il est question de ça. Une personne qui naît dans une famille pauvre, une personne qui naît dans une famille riche, tu vois, bon, on est tout de suite dans les clichés. Moi, j'ai déjà entendu, je pense à une amie qui est née dans une famille riche, et elle m'a souvent dit que, moi, j'ai l'impression qu'elle se déculpabilisait un peu, en fait. Elle m'a souvent dit, oui, mais la chance que j'ai, elle correspond à une qualité karmique que j'ai. Entre guillemets, dans mon lot de mémoire, il y a le fruit d'actes passés, et peut-être dans ses croyances à elle, j'entendais bien qu'il y avait une question de vie antérieure. Euh, voilà, dans mon karma shaya, là, dans mon réservoir des actes, dans mon ego, hein, pour dire les choses plus simplement, euh, il y a des mémoires de chouettes choses du passé. Donc, je suis là à être favorisé par la vie, ça me rend libre. J'ai la possibilité de faire ce que je veux quand je veux. C'est le fruit de belles choses qui se sont passées auparavant. Et d'ailleurs, là, cette amie, elle a relativement à cœur de faire beau et bien, un peu pour poursuivre ça et pour permettre à cette cohérence dont elle jouit déjà de prospérer. Bon, c'est assez spécial. En général, je rencontre plutôt des personnes qui trouvent que la vie est dure
et qu'il y a une forme peut-être d'injustice dans cette âpreté de l'existence, et que peut-être qu'il y aurait un endroit où être mieux. Sous-entendu, je suis pas au bon endroit. Mhm. À vous, on est vraiment dans des lieux communs. Je dis pas ça pour être péjoratif, hein. Je me Et sens toi? parfois, oui, c'est ce que j'allais dire, je me sens parfois favorisé, je me sens parfois défavorisé. Alors, à l'adolescence, euh, j'ai pris le risque de vivre ce que j'avais envie de vivre sur le moment, moi. J'ai quitté l'école en terminale pour aller vivre à la montagne ma passion pour l'alpinisme et le ski. Alors que tout disait qu'il fallait passer le bac et faire des études, évidemment. Et personnellement, je n'ai fait que continuellement, tu vois, je fais un cycle, oui, je fais un geste de cycle, de vritti, de vrille, c'est-à-dire de spirale avec la main. Je suis personnellement très engagé alors ça pourrait être interprété, oui, moi, je fais ce que je veux quand je veux. Ok, il y a peut-être de ça. Une prétention, tu vois, à dire, oui, mais moi, Joachim, je fais ce que je veux quand je veux. Bon, pourquoi pas. En tout cas, j'ai toujours senti que j'avais une sorte de pétard au cul, une fusée, si tu veux, qui poussait par là, en fait, qui poussait par aller au contact du monde. Moi, je suis parti à la montagne, et puis après, 10 ans plus tard, je faisais des reportages, tu vois, au contact de situations diverses dans des pays, des voyages et tout ça. Bon, voilà. Alors, pour ce qui est toujours de mon cas personnel, bah, je pense que c'est bien. De toute façon, il n'y a pas le choix. Mais quand je vois le résultat, je vois que partir vivre à la montagne, puis faire des reportages comme métier, quoi, être journaliste finalement, puis étudiant des enseignements de yoga et enseignant des enseignements de yoga, bah, il y a une cohérence. Il y a effectivement quelque chose qui pousse derrière et qui me fait faire ça. Alors que je suis aussi fait tout un tas d'autres lieux communs. Là, je t'offre mon cas comme une sorte de lieu commun, un cas type. Mais je contiens aussi les autres. Je contiens et qu'il faut faire des études. En tant que père, j'ai plutôt répété ça à mes enfants. Je leur ai plutôt transmis, enfin, je suppose que je leur ai transmis verbalement, mais non, mais déconnez pas, soyez bien dans la société et tout ça, mais tout en leur fournissant un exemple euh, transversal dont ils ont certainement bien su se nourrir. Tu sais, c'est une phrase que j'aime bien, que nos enfants, ils n'écoutent pas vraiment ce qu'on dit, mais ils voient très bien ce qu'on fait. Ouais. Tu vois. Mm, Bon, mm, alors moi, comme enfant, pareil, j'ai beaucoup observé les adultes, et je vois bien que mes enfants le font la même chose. mm. Donc voilà, comme enseignant de yoga, je me sens à ma place. Parfaitement. Mais comme journaliste, je me sentais parfaitement à ma place. Comme apprenti moniteur de ski, je me sentais parfaitement à ma place. Et pourtant, chaque chose là n'est qu'une étape finalement dans l'existence. Ce sont des mini-étapes. Alors la question c'est qu'est-ce qui pousse dessous? Ouais. Qu'est-ce qui pousse? Et puis, j'ai envie de dire, je crois que la bonne place, c'est celle où on est, en fait. Cette question de couleur, cette question de naissance, c'est pas une question de place. C'est une Ça, question de couleur et de tonalité, quoi. ouais, mais là tu livres la conclusion. Ah, En conclusion, mais c'est pas grave. En conclusion,
En conclusion, bien sûr que je suis toujours à la bonne place. Mhm. Parce que je suis en train d'expérimenter ce qui m'enrichit. Il n'y a pas de mauvaise place. Mais oui. Il y a seulement une mauvaise place relative à un but peut-être imaginaire. Et qu'est-ce qui pousse à aller vers ce but, du coup? Qu'est-ce qui pousse derrière? Mystère et boule de gomme. La seule piste absolument certaine que j'ai, c'est que dans mon karma shaya, là, dans mon réservoir des actes, qui est en fait, nous partageons, à chaque petit bout d'enseignement, que ce soit de visu ou, enfin, moi j'en reviens toujours à cette constitution qui est la nôtre, c'est-à-dire notre ego, là, notre ahamkarano ou asmita. Je suis juste un point de conjonction des mémoires de l'humanité. Donc dans le point de conjonction Joachim, il y a le fruit de plein d'actes que j'ai fait depuis que je suis né, mais de toute façon, à ma naissance, il y avait déjà des mémoires de l'humanité avec lesquelles je suis arrivé. C'est vraiment pas... J'insiste toujours avec ça parce que je sais que c'est pas du tout évident à voir vraiment. À voir vraiment. Déjà à voir à quel point c'est vrai, fondamental, à quel point il n'y a pas tellement autre chose pour moi, pour moi en tant qu'humain. Il n'y a pas autre chose dans le monde. Il y a le fait que je suis un humain fruit de l'humanité, quoi. Et l'humanité étant elle-même fruit de la planète Terre, et la planète Terre fruit de la Voie lactée, j'en passe des meilleurs. Donc, tu vois, il y a ces relations de cause à effet, il y a moi qui suis pris dedans. Donc je suis un représentant éphémère de tout ça, et je vis dans un point de conjonction qui est le même que le tien. C'est-à-dire si je plonge en moi, là tu plonges en toi-même. Par exemple, comme font beaucoup d'aventuriers de la conscience, genre Freud ou Jung, tu vois, les plus connus de la fin du 19e, début 20e siècle, tu plonges dans tes rêves, tu plonges en toi. Bah, tu débouches sur quelque chose de cosmique, tu te retrouves à chasser le dinosaure en rêve, tu te retrouves, tu vois, dans des histoires profondes de l'humanité qui ne sont pas toi. Et même en passant seulement par ta généalogie, en passant simplement par l'histoire de ta famille que tu connais, l'histoire de tes parents, de tes grands-parents, bah, tu poursuis. L'histoire de nos grands-parents nous ramène aux 2 guerres mondiales, par exemple, aux années 60, les 30 glorieuses, tu vois, ça nous ramène à l'histoire avec un grand H. Donc ça c'est notre véritable condition. Donc après, si tu veux se demander ce que moi je peux, tu vois, avec le plan large là qu'on avait, bah c'était pas si grave. Et dès que je me réintéresse à moi, ça redevient un petit peu grave. Alors pour ce qui est des Yoga Sutras, l'engagement dans ces enseignements de yoga, les personnes qui viennent là, véritablement, les personnes qui ne sont pas dans une démarche superficielle, on ne se lance pas dans l'enseignement de yoga parce que j'aurais un trop gros cul et qu'on m'aurait dit ah bah le yoga, la pratique du yoga ça va te faire un joli petit cul, tu vois. Non mais je déconne, mais je fais un truc énorme, enfin un petit cul, pour pour montrer un peu le côté aberrant du truc, mais pourquoi pas, hein, d'ailleurs. On a le droit d'avoir envie d'avoir un joli petit cul. Mais les enseignements de yoga, là, dont on parle, c'est-à-dire dans cette transmission orale d'une vision, en fait. Vision du monde. Mais la vision du monde n'est qu'un appui pour voir au présent en direct. Les enseignements, tu vois, ça forme une carte du monde, qui a évidemment son côté artificiel, c'est fait de mots,
c'est fait de mémoire, donc c'est pas le présent, c'est de l'histoire avec un grand H, les enseignements de yoga, c'est l'histoire avec un grand H des personnes qui, sans concession, désirent être et voir. C'est spécial, quoi, comme truc. Donc les personnes qui s'engagent là-dedans, dans cette démarche, désirent être, voir. Donc la question, c'est celle de l'engagement. Est-ce que je m'engage ou pas? Quand je suis engagé, la question, c'est comment je m'engage? Pleinement. Je rassemble mes désirs épars dans ce désir-là d'engagement, et tout à coup, il y a une puissance, une Shakti, la Shakti même. C'est pas des petites puissances, là, c'est the puissance qui apparaît dans mon engagement. Mais si je suis accroché à une idée préalable, je veux être ministre. Bon, si j'ai toutes les qualités, si j'ai dans ma trame de mémoire là, si j'ai tout ce qu'il faut, pourquoi pas. Mais je trouve ça plus amusant aujourd'hui de ne pas formuler ce genre de désir, de s'engager déjà. La question de où ça mène, comme tu le disais si bien, il y a un moment où tu te rends compte que de toute façon, tous les chemins sont bons, toutes les situations sont bonnes, parce que tu es en train d'expérimenter ce qu'il faut pour enrichir ta panoplie d'expérimentateurs, d'expérimentatrices. Donc, quoi que tu fasses, tu es en train de... Quand Nelson Mandela était en prison, peut-être s'est-il cru fini. Et en fait, non, il était en train d'acquérir un rapport au monde qu'il a pu exprimer ensuite. Ça me fait penser à Sri Aurobindo aussi, d'ailleurs. Je suis pas du tout fan de tous ces personnages spécialement, mais Sri Aurobindo, par exemple, c'est quelqu'un qui était engagé dans la lutte armée de la décolonisation de l'Inde et qui est passé par la prison pour voir. Et si au moment où tu es en prison, tu es convaincu que c'est la fin des haricots, d'ailleurs, imagine tu es en prison, tu es convaincu que c'est la fin des haricots. Ok, c'est la fin des haricots. Peut-être que tu vas tomber malade, tu vas te retrouver avec 42 de fièvre, au bord de la mort, s'il le faut, tu vois. Mais si la personne survit, ben c'est pour continuer son histoire. Mm. Oui, il y a plus, c'est plus la question, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise place, en fait. C'est plus du tout la question. C'est là où je suis, c'est parfait, en fait. Il y a un champ de perfection, là. Oui, alors après, il y a le renversement, c'est-à-dire la polarité opposée de celle dans laquelle on est. On est en train de voir comment on se détermine en se déterminant pas. Alors évidemment, la non-action. Et là, on est en train de décrire un non-agir, mais qui paradoxalement est un puissant engagement. Mhm. Complètement paradoxal. Je m'engage puissamment, mais en n'agissant pas. Complètement spécial. Mais c'est hyper intelligent. Ça a vraiment du sens. Et le truc inverse, c'est je m'engage pas. Et là aussi, pourquoi pas? Il n'y a pas de mauvaise place. Il n'y a pas que la prison dans la vie, il y a aussi la dépression. Très bien. Ah, mais là, encore une fois, on est à la fin. Mhm. On allait Le trop vite. résultat. Non, non, on n'est pas été trop vite, on décrit les choses comme ça. C'est tout. Mais c'est très, là, pour moi, c'est très bien de voir phénoménologiquement ce qui est vrai pour toi, moi et chacun de nous. Parce qu'à partir de là, tu vois, à partir c'est comme une fleur qui s'ouvre, notre discussion là, avec plein de paramètres, il y a un foisonnement. Mais ça s'ouvre, il y a un étalement, il y a une horizontalité des choses. Mhm. Après, si tu veux dire que la question de la naissance est traitée dans le Sutra 2.39 des Yoga Sutras et que c'est la dernière des maîtrises
aparigraha, c'est-à-dire non saisir. Et on te dit, à la fin des 5 points des maîtrises, des yamas, on te dit en conclusion, eh bien, s'appuyer sur, enfin je crois même que c'est par la fermeté, ce qui est encore un paradoxe, par la fermeté de non saisir, il y a la résolution de cette question de la naissance. Et c'est la conclusion, encore une fois. Le départ de ce petit enseignement qu'on nomme yama, les maîtrises, le départ est bien avant, c'est plusieurs sutras avant les yamas, ça, je retiens pas tous les numéros de sutras, mais là je disais 2.39, ça peut être 2.30, on te dit que l'engagement c'est le grand vœu, quelle que soit la naissance, justement. Selon où tu es né, ça va pas faire le même chemin. Je vais regarder, je récupère le texte, parce que c'est un peu con d'être flou sinon. Poup poup poup. 2.31. Quand les maîtrises, les yamas, ne sont pas limitées par la naissance, le lieu, les temps, les circonstances, qu'elles concernent toute la terre, c'est-à-dire la totalité, c'est le grand vœu. Elle est posée là, la question de la naissance. Donc le chemin ne va pas être le même pour tout le monde. Ça c'est en 2.31, et après il y a l'histoire des obstacles, et en 2.35 on parle de ahimsa. Sutra 2.35 pour les gens que ça intéresse. Il y a ce premier, cette première maîtrise, ahimsa. En s'appuyant sur ahimsa, il y a disparition de l'hostilité, dit ce sutra 2.35. Himsa, c'est le fait de nuire, et ahimsa, c'est le ne pas nuire, le a privatif. Et dans le français, j'aime bien innocence, parce que le in, tu retrouves le a privatif, c'est un quelque chose. On pense pas à ça. On pense pas que être innocent, c'est être un au sang. Oui. Et donc, on traduit par non-violence souvent, c'est pas, disons, c'est une petite traduction. C'est petit. Surtout selon la façon dont la personne entend la violence. En général, on pense que donner un coup de pied à quelqu'un, c'est la violence. Oui, mais il y a tellement d'autres formes de violence que la définition du geste brusque et heurtant est vraiment pas bonne. La violence s'exerce les plus terribles par des moyens détournés. On organise des tueries de masse tranquillement et poliment attablées dans son bureau. La question de la violence est beaucoup plus large que le fait de donner un coup de pied à quelqu'un. C'est évident. Et donc voilà, moi j'aime bien innocence, en s'appuyant sur l'innocence, tu vois, en remplaçant ahimsa par un mot français, en s'appuyant sur l'innocence, on quitte un abandon de l'hostilité, on quitte l'hostilité. C'est-à-dire que toutes les relations qui sont en choc, en opposition, n'existeront pas si je suis innocent. Être innocent au monde, tu sais, on dit bienheureux des innocents, je crois que c'est dans la Bible. Je suis nul en Bible, mais j'ai quand même des petits trucs. Mais être innocent, c'est être juste ouvert et curieux. Je suis là et je désire connaître.
avoue que c'est une très belle idée de poser ça comme premier point, c'est-à-dire comme préalable à cette résolution. Alors je te résume tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que je m'engage dans la voie de la connaissance, mais comment faire pour ne pas me fixer des buts qui sont finalement superficiels, ou me laisser choper par des histoires qui finalement seraient superficielles. Et comme on est incapable de résoudre cette équation, on n'est pas capable de choisir, de savoir à l'avance. Ouais, c'est ça le problème. Bon, après, tu me diras, il y a des gens qui savent. Il y a des enfants, on a tout de suite vu que c'était des musiciens. Un enfant, parce que je pense à un truc que j'ai connu. Un gamin, il a 2 ans, tout le monde voit que ce serait un formidable musicien. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et le gamin devient musicien. Même ça, tu vois, une espèce de voie royale. Le gamin devient un musicien professionnel et un bon en plus. Tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas ce qu'on a projeté sur lui de l'extérieur. Donc la question pour moi, c'est cet état d'ouverture et de curiosité qu'on appelle l'innocence, ahimsa. Il y a déjà un abandon de toutes les hostilités, toutes les oppositions, quoi. Ouais, Ça fait ouverture, curiosité, innocence, fraîcheur aussi. Oui, Mhm. ça fait un état préalable. Ouais. Et le sutra suivant précise que, en s'appuyant sur satya, il y a appui de l'acte et du fruit. Donc satya, la réalité, la vérité. L'authenticité, j'aime bien. Mhm. Ouais, ça serait plus juste. J'aime bien, c'est mon préféré. Et bien sûr, ce fameux karman qui associe constamment ce que j'agis et le fruit, une mémoire. Il y a le fruit en tant que, par exemple, je sais pas moi, je coupe une bûche de bois, il y a un niveau de fruit où la bûche est coupée, je suis content, je vais pouvoir la mettre dans le fourneau, mais il y a un autre niveau où j'engrange une mémoire. L'acte et son fruit, il y a toujours un acte et une mémoire. Et donc, quand je coupe une bûche et que ça marche, je renforce ma connaissance, plutôt mon savoir, en coupage de bûche et alimentation du feu. Donc j'engrange une mémoire qui va regermer en cas de besoin. Chaque fois que j'ai besoin de faire du feu, je sors mon savoir, enfin même mon savoir sort tout seul, c'est ça les bija, les germes. Donc la mémoire c'est un samskara, une sorte de graine, qui fait un bija, qui germe. Donc il y a vraiment dans le... C'est encore une question de carte du monde qui est super importante pour bien suivre comment est articulée la langue après. La réalité, elle est comme il est. Hein. Elle est comme elle est, la réalité. Mais la question, là, c'est qu'on est dans les enseignements de yoga, donc on emprunte un vocabulaire particulier pour désigner les choses, et moi, je trouve que ça fait un vocabulaire cohérent tout à fait, les enseignements de yoga. Donc, j'agis, il y a un fruit, un samskara, une graine qui germe, et donc, qui germe chaque fois que j'ai besoin de m'occuper de bois ou de feu, de fourneau, je sors mon expertise en sciage de bois sort, et on fonctionne constamment comme ça. Donc si tu veux, il y aurait un danger d'imaginer des trucs qui n'ont pas de rapport au réel, et qui vont avoir pour fruit des trucs qui n'ont pas de rapport au réel, et donc ça va engranger en moi du karman,
c'est-à-dire du savoir, incohérent. Donc, première chose hyper importante, la simple ouverture, curiosité, ahimsa. Deuxième chose super importante, le souci d'être vrai. Honnête et authentique. C'est ça. Et ça, c'est le point suivant. Poum, qui dépend immédiatement du truc, en s'appuyant sur Asteya, l'apparition de tous les joyaux, du coup. Donc, la première étape, l'innocence. La deuxième étape, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, l'authenticité. Ouais. Il y a appui de l'acte et du fruit, donc cohérence. Cohérence, c'est une très belle traduction pour dharma, ce qui porte le monde. La cohérence qui porte le monde. Donc, d'ailleurs, ce yoga, ce joindre, ce verbe joindre, yoga, c'est évidemment se joindre à dharma. Et là, c'est ce qui est une fois de plus dans l'enseignement montré. Innocence, authenticité, et le truc après, c'est que les choses sont cohérentes. Parce que vrai. Et le coup d'après, le quatrième yama, c'est le fait de ne... C'est l'honnêteté, si tu veux, dans le sens... Asteya, c'est le verbe voler. Steya, c'est le verbe voler. Asteya, c'est ne pas voler. Mais au-delà du vol, de voler un objet à quelqu'un, c'est plutôt d'emprunter un désir, une place, qui est une fiction, qui n'est pas la mienne. Et en réfléchissant bien, on l'a déjà fait tout à l'heure, toutes les places ne sont pas la mienne. Aucune place n'est la mienne, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que quoi que je fasse, c'est la bonne chose. C'est la chose à faire en tout cas. La suite, en s'appuyant sur brahmacharya, c'est-à-dire la conduite selon la parole qui vient de l'au-delà. Brahmacharya. Brahman, c'est cette parole qui vient de l'invisible et que les rishis anciens ont entendue. Charya, c'est la conduite, comme en arabe d'ailleurs, c'est drôle. Tu sais, quand on dit la charya en arabe, exactement la même chose en sanskrit. Brahmacharya, c'est se conduire d'une façon générale, tu vois, c'est l'étape ultérieure encore, c'est se conduire selon la parole que les rishis ont entendue. C'est-à-dire, il y a la question de se joindre là au divin, à ce qui est au-delà, et qui est le monde dans l'invisible. Et tout à la fin, il y a une espèce de provocation par la fermeté de aparigraha, résolution de la question de la naissance. Là, cette petite architecture de l'enseignement yama, on avait déjà compris parce que franchement, on approche du milieu de l'enseignement. Le milieu de l'enseignement des Yoga Sutras, c'est l'Ashtanga Yoga. Et là, on est au début de l'Ashtanga Yoga. Le centre de l'enseignement, c'est asana. C'est-à-dire très bientôt, dans 5 sutras plus loin, on a ce fameux asana, l'assise. Et pour le moment, on est dans les préliminaires. Et se les maîtrise. Tu sais, ces yamas. En fait, là, l'enseignement est terminé, on a compris, quoi. On a très bien compris comment ça marche. Le reste, c'est du gâteau. Alors, comme on a soulevé plein de points, peut-être que ce serait bien de réécouter ce qu'on vient de... On a étalé et architecturé. Donc, on a commencé par étaler ce qui se passe. Et après, les 5 sutras. Bon, on est au milieu, tu vois, j'ai dû aller chercher des éléments plus au début.
sur l'engagement Abhyasa et Vairagya, c'est dans le livre 1, etc. La qualité de notre engagement. Par répétition et détachement du fruit de l'acte. Abhyasa, c'est la pratique dans le sens d'un musicien qui répète. Vairagya, c'est agir détaché du fruit de l'acte. Bon, ben, ce qui est nommé là aparigraha, c'est ça. Et l'entièreté de ces 5 sutras qui parlent des maîtrises et qui se terminent par la résolution de la question de la naissance, et ben, ça redit la même chose. Donc je répète, en s'appuyant sur ahimsa, dans sa proximité, l'abandon de l'hostilité. Ahimsa, qu'est-ce que j'avais trouvé tout à l'heure? Innocence, t'as dit. L'innocence, ouais. Ouverture et curiosité. Ouverture et curiosité égale innocence. En s'appuyant sur satya, il y a appui de l'acte et du fruit. Donc satya, l'authenticité. En s'appuyant sur asteya, l'apparition de tous les joyaux. Donc, enfin le fruit. L'honnêteté. On passe de authenticité à honnêteté. Le switch n'est pas énorme à cet endroit-là. Là, il y a une rupture en s'appuyant sur brahmacharya, c'est-à-dire, et il y a déjà, tu vois, le 2.38 sur brahmacharya, il y a un peu un saut quantique, parce que serais-je capable d'entendre ce qui est de l'au-delà? Étant innocent et profondément plongé dans l'authenticité, l'honnêteté, bah oui, c'est comme ça qu'on entend. C'est comme ça que les voyants entendent. Bah oui. Voilà. Et conclusion, par la fermeté de ce non-saisir qui vient d'être décrit. On vient de te dire, on pose l'innocence et on t'explique comment être innocent. Tu vois le truc? Oui. On te dit sois innocent et on te montre en 2 points comment l'être. Authenticité, honnêteté. Alors, il y a cette capacité d'écoute qui apparaît. Brahmacharya, c'est se conduire selon cette écoute que je peux avoir. C'est ouf, hein? Oui. Et le résultat s'appelle lâcher prise. Tu vois, comme on aime bien dire aujourd'hui. Mais voilà, là on vient de montrer ce que l'enseignement de yoga appelle lâcher prise à parigraha, qui résout la question de la naissance. Donc l'apparition de... Ouais, dis-moi. Est-ce qu'on pourrait traduire ça par disponibilité plutôt? Tu vois? Plutôt que de lâcher prise. Juste être disponible. Oui, être disponible, ça va aussi bien à la fin qu'au début. Et en fait, être disponible, comme tu viens de le dire, moi je trouve que ça va partout. Parce que tout cela est au service d'une disponibilité. Moi je dis curiosité. Ouais. En français, mais c'est pareil. Oui. Donc le truc, alors, on change, on prend plus un musicien, on prend un gamin, il veut être militaire. Ouais. Bon, il a des parents babacool. Le gamin, il veut être militaire, et on est désolé, mais bah, lui, il est sur des rails, quoi. Il devient militaire. Donc, moi, par exemple, admettons que je sois... j'aime explorer, transmettre. Tout ce que j'ai fait, c'est comme ça. À commencer par le journalisme. Donc, enseigner, tu vois, explorer l'enseignement du yoga et les transmettre, bah, c'est tout à fait cohérent avec ce que je faisais avant. J'explore, je transmets. Bon, admettons, une facilité avec ça. Où le gamin, il veut être militaire, devient militaire, formidable soldat. Tu vois, t'as l'impression, ça fait 1000 ans qu'il est soldat, le gamin, quoi. Il est fait pour ça, quoi. Oui, il est fait pour ça. Et donc, tu peux te dire, ah bah, quelle chance d'être à la bonne place.
Mais le problème, le problème de quand on est à la bonne place, c'est qu'on est complètement pris dans le samsara. On est complètement pris dans l'existence. Et ça, c'est pas forcément un cadeau. C'est-à-dire que les personnes qui ont beaucoup galéré, cherché, qui sont questionnées, tout le temps en train de dire oh, je suis pas à la bonne place, machin et tout. Ces personnes-là, elles sont en train de travailler et d'expérimenter. Et celui qui, vu de la première personne, celui qui, vu de là, est sur des rails, je dira quelle chance, tu vois, pas de problème existentiel. Mais en même temps, il y a une expérience qui est très aveugle, qui est très ignorante, non connaissante. Et ce qui se passe sur la planète Terre, et même ailleurs, c'est que quand je suis pris, je suis soldat, je sais pas pourquoi, hein, c'est un boulevard, je fonce dedans, et en fait, je fais tourner la roue de l'existence, je pars en guerre, la guerre est pas forcément juste, hein. Nos gouvernants décident de guerre, on n'est pas dans le Mahabharata ou là, tu vois, dans le Mahabharata, dans la Bhagavad Gita, ils ont inventé une guerre qui est juste pour la théorie de l'enseignement, mais dans la réalité, la guerre est rarement juste. Enfin, disons que ce sont deux forces qui s'affrontent, les deux pour le bien. Ouais. Dans une guerre, tu vois, C'est sûr. oui, nous on a l'impression que les autres sont au service du mal, mais Ben eux, non. et vice De leur point versa, de vue à eux, c'est bien sûr. absolument, voilà. Donc, alors, mon soldat, bah, guerre, et voilà. Et le côté infernal de l'existence, en fait, se perpétue comme ça. Donc, paradoxe supplémentaire pour nous les humains. Ok, je suis à la bonne place. Bon, je suis pas à la bonne place, je me lamente. Ben en fait, je me lamente pour rien, parce que je suis à la bonne place. Mais quand je suis à la bonne place, je nourris le samsara, c'est-à-dire je nourris une répétition aveugle, non connaissante. L'engagement sur les voies de yoga, c'est voir. Et donc, si tu veux, alors je change d'exemple. Euh, un enfant qui devient super brahman, qui devient super curé, si tu veux, et qui devient même le super curé qui s'occupe du roi ou du président de la République, si tu veux. Un genre de conseiller. Là, il y en a un dont on parle beaucoup, qui a un peu une tête de curé. J'ai oublié son nom, mais qui conseillait déjà Mitterrand, et il continue à conseiller tout le monde. Et puis quand personne l'écoute, il s'en fout, il fait sur YouTube. C'est un mec qui parle de politique et d'économie, enfin bon, j'ai oublié son nom. Et donc le gars, on pourrait croire qu'il est riche, puissant, il a vécu toute sa vie à conseiller les puissants, et tu peux dire, oh, il a de la chance, parce que lui, il est voyant. D'ailleurs, il se présente comme ça, le gars. Mais pour les crises économiques, il les voit jamais venir. Mais le mec est voyant. Donc tu pourrais dire, qu'est-ce qu'il a de la chance d'être au sommet des curés qui savent tout et qui voient tout. Mais en fait, non, il est comme le soldat, cet homme-là. C'est vraiment une forme d'ignorance. Donc la question, pour toi et moi, ou pour les humains en général, particulièrement pour les personnes qui s'engagent sur la voie de yoga, c'est trouver sa place. Quand on a le sentiment de ne pas y être, c'est une activité intéressante, mais dont la sagesse voudrait que ce soit bien d'abandonner cette obsession d'être à une place parce que nous sommes à la bonne. Mais pour les gens qui sont à la bonne place, entre guillemets, parce que depuis tout petit, soldats ou super curés qui conseillent les puissants, eh ben eux, c'est dans la déconstruction qu'il va falloir agir, quoi. Après, ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu de la planète, mais là on est dans le point de D'être vue pris. individuel. Oui. Oui, mais le jeu, de toute façon je suis pris, mais le jeu de ne pas être pris, ça fait
les expériences les plus riches, je trouve. Et cette idée de kaivalya, de libération, dans l'absolu, je ne sais pas ce que ça veut dire kaivalya, mais là, dans le relatif, eh ben, il y a quelque chose à jouer comme ça. Donc, des hyper-paradoxes. C'est-à-dire, dans les couples d'opposés, dans les polarités, il y a vraiment un truc de dingue à faire. Abandonner l'idée que je suis pas à la bonne place, mais tout en continuant, paradoxal, tout en m'engageant avec toute la ferveur et la puissance possible, détaché du fruit de l'acte. Donc en abandonnant la question finalement. Et pour les personnes pour qui de naissance tout fait un soldat, un musicien, un super curé, et ben pour eux ça va être énormément de travail d'être en rapport au réel. Le soldat qui s'engage n'importe comment dans les guerres, c'est la question de la Bhagavad Gita. Hein. Le musicien qui transmet une culture sans comprendre du tout ce qui est transmis, ou le super curé qui conseille les puissants pour perpétuer un ordre social tel qu'il l'est déjà, ça c'est vraiment des engagements dans l'ignorance. C'est incroyable. C'est l'hyper-ignorance. Et en même temps, ils vivent leur vie. Oui. Cette question de yoga, c'est vraiment pour les givrés. C'est soit ce que je comprends de la question de yoga, tu vois, pour finir, c'est que ça concerne les accidentés de la vie qui ont besoin de s'y retrouver dans quelque chose d'un peu éclaté, si tu veux, mais riche. Oui. Besoin de recoller les morceaux. Et traditionnellement, par exemple, dans le monde médiéval, où que ce soit sur la planète, hein, dans le monde médiéval, la question de yoga est très présente, c'est un peu le truc de la cour des miracles, c'est les renonçants. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de place, qui s'engagent avec le plus de ferveur sur les voies de yoga. Alors, en Inde, ça donne les sannyasines, mais chez nous, ça donne Jésus de Nazareth. Ou Siddhartha Gautama pour retourner en Inde. Et bon, il y aurait plein de choses à dire. Je voulais juste quand même que on peut faire on peut établir la relation entre cette question de naissance, on va dire cette tonalité que chacun a, et la joie. On peut faire cette relation-là. Parce que le soldat, le petit garçon qui va devenir soldat, s'il a trouvé son essentiel à lui et s'il a trouvé sa joie, c'est voilà, il est en plein cœur de cette question de naissance. Il voit pas, il est dans l'ignorance, mais il est peut-être là pour ça aussi. Absolument. Ce que je comprends de la joie, c'est que c'est un sentiment complètement corporel. C'est mon cœur et mon corps ensemble qui disent oui. Ton cœur, ton ventre, ta tête et ton corps. Ouais, enfin, tout. Tout, ça dit oui. Ouais. Et ça dit ah, c'est vrai. Tu vois, la joie, c'est un sentiment de vérité. Et c'est très important de bien pratiquer, de bien repérer comment on est avec ça. Parce que pour repasser par les petits exemples qu'on a pris, le musicien qui touche l'harmonie éprouve la joie, le soldat qui se sent à sa place éprouve la joie, le super curé qui est au bon endroit éprouve la joie. Quand le super curé arrive à être ce qu'il est, c'est-à-dire à conseiller le gouvernant et être entendu par le gouvernement, il est complètement dans son rôle, il éprouve de la joie. Ça dit oui.
Ouais. Mais la joie, tu vois, Ananda, c'est pas un absolu de vérité. C'est un signal Mhm. qu'il est vraiment très très judicieux de repérer parce que c'est un oui de l'être entier. C'est un oui de l'humain. Cœur et corps. Mais c'est pas plus. Ouais, mais c'est ça qui pousse. Tu vois, tu donnais ton exemple tout à l'heure, quand Mm. tu étais tout jeune, tu es parti en montagne. C'est ça qui t'a poussé. À la poursuite de la joie. Alors, tu vois, Ça t'a donné de la joie aussi. merci de revenir là-dessus. Moi, j'ai éprouvé de la joie dans la nature. Presque, je me suis senti sauvé par la montagne, les grands horizons, le froid, enfin un truc de liberté, si tu veux. Et c'est vrai, c'est les grands éléments, si tu veux, c'est une relation aux 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et cet espace, Akasha comme 5e élément. Tu rencontres ça, eh ben ça dit oui, bien sûr. Et donc, ce qui m'est arrivé à moi, je juge pas, mais ça m'est arrivé, c'est que, ayant connu ça, ayant engrangé une mémoire de joie, j'ai voulu la joie pour toujours. Ce qui est d'une naïveté hallucinante. Se dire, je vais être tout le temps joyeux parce que je vais aller vivre à la montagne là où j'ai vu, ressenti et vécu la joie, c'est hyper naïf. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai été vivre à la montagne et c'était plus du tout la joie là. C'était la galère, j'avais pas de sous, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait la plonge dans des hôtels pour préparer mes tests techniques de moniteur de ski. Mais comme j'étais quand même un urbain, j'étais un bon sportif, tu vois, j'avais fait un sport-études avant, pas en ski, hein, en rugby, rien à voir. Et donc je me croyais capable oui, alors je l'étais, j'ai quand même passé mes tests techniques en m'entraînant comme un dingue. Déjà mais en faisant la plonge, tu vois, je me levais à 6 heures du match, je préparais les petits déj, après je fais la plonge dans l'hôtel, je faisais mes entraînements de slalom et tralali tralala, plus l'amusement, le ski hors piste et tout ça, les trucs à la mode de l'époque. Et donc j'ai vécu un truc très dur finalement. J'étais tout seul dans un milieu que je connaissais pas, et c'était dur. Et j'ai pas ressenti de joie. Dans cette période d'un an et demi, j'avais 18 ans, j'ai ressenti peut-être particulièrement peu de joie. Là, je me suis mis la pression. Ouais, c'est Et ça surtout. oui, et tout ça basé sur le souvenir de la joie. On est capable de faire d'énormes conneries, si tu veux, entre guillemets. Parce qu'après, non, très formateur, là. Je suis à la bonne place de toute façon. Mm. Mais j'en ai chié à la montagne jusqu'à l'âge de... pendant un an et demi. Ouais, ouais, d'accord. Après, tu avais quand même de la joie à expérimenter ça. Non, pas du tout. J'avais vraiment la pression. J'avais la pression. Donc, il y a un truc... Alors là, je sais plus du tout à Paris Gras, c'est complètement agrippé. Complètement agrippé. Comme une moule à son rocher, tu vois. Mais c'est des périodes. Ouais, c'est ça, parce que C'est on a tendance à confondre la joie et le confort, tu vois. C'est pas parce que c'est pas forcément confort, la joie. la joie dit oui, Ouais. même et c'est des instants. Alors des instants de joie dans la montagne, j'en ai eu dans cette période d'engagement intensif, mais plutôt moins que d'habitude. Parce que j'ai beaucoup pratiqué la montagne les années d'avant, y compris la montagne, la modeste montagne, mais magnifique montagne Sainte-Victoire, à côté d'Aix-en-Provence, où on passait tout notre temps avec les copains à faire de l'escalade, si tu veux, de l'escalade avec des cordes, enfin tu vois, sur les falaises calcaires
de la Sainte-Victoire, puis des Calanques de Marseille, enfin dans plein d'endroits. Et là, j'avais beaucoup plus de joie, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas de désir exacerbé, il n'y avait pas de graha. Et quand tu te rajoutes de la pression, pendant ce temps-là, Ouais, c'est ça. il y a même des faux joies. Moi, je me souviens d'avoir, tu vois, tu as dormi dans un refuge en plein hiver, dans un refuge à 2500 mètres, dont tu as les clés parce que tu bosses là-bas et tout. Tu vas dormir là-bas pour te faire la descente dans la poudreuse le matin. Donc, mais même ça, c'était un peu construit, je trouve. Ouais, t'étais en quête de quelque chose, quoi. Ouais, le plaisir de ça, même ce plaisir-là, je trouve, était un peu construit. Hein. Pas très vrai. Je balance ça voilà, bon, pour toi là. Pour toi, ça marche. Parce que je vois ta Oui, tête. je comprends. Ouais, non, je Oui, je comprends. vois. Tu percutes le truc, donc tu associes dans ton expérience.